Chapitre 2. Pour réussir, Phileas Fogg ne doit pas perdre une minute. En Europe, où les voyages ne sont pas très longs, on peut être sûr de l'heure d'arrivée des trains. Mais quand ils mettent 3 jours à traverser l'Inde, 7 jours à traverser les États-Unis, nombreuses sont les causes de retard. Les accidents, les rencontres, la mauvaise saison, l'épaisseur de la neige, etc. On ne peut pas compter non plus sur l'arrivée à l'heure juste des bateaux qui sont souvent le jouet de coups de vent, des orages et de la mauvaise mer. Ainsi, tout le monde à Londres attend avec curiosité des nouvelles du voyageur. Un jour, enfin, la police reçoit ce télégramme. Suez à Londres. À Rowan, directeur de la police, Scotland Yard. J'ai trouvé le voleur de la banque. Il s'appelle Phileas Fogg. Envoyez le plus tôt possible à Bombay, Inde anglaise, un ordre d'arrestation. Signé Fix, policier. Le résultat est que personne ne s'intéresse plus à Phileas Fogg. Les gens avaient cru d'abord que c'était un homme courageux. Ils pensent maintenant que c'est seulement un voleur qui essaie de se sauver. Il faut expliquer pourquoi cette dépêche a été télégraphiée à Londres. Le mercredi 9 octobre, le Mongolia, grand bateau très rapide qui vient d'Italie, arrive à Suez. Il doit s'arrêter quelques heures pour charger du charbon. Sur le quai du port, un homme attend. Il est petit, maigre, avec une figure assez intelligente. C'est Fix, un des policiers anglais envoyés dans tous les ports étrangers après le vol des 50 000 livres sterling à la Banque d'Angleterre. Il regarde avec attention les voyageurs qui descendent du bateau. L'un d'eux vient vers lui et demande très poliment « Pardon, monsieur, pouvez-vous me dire où se trouvent les bureaux de la police anglaise ?» Cet homme tient à la main un passeport. Et Fix, par l'habitude de son métier, le prend et, d'un rapide coup d'œil, il lit le signalement. Alors, sa main se met à trembler. Ce signalement ressemble tout à fait à celui qu'on lui a envoyé à Londres sur le voleur. « Ce passeport n'est pas à vous ?» demande-t-il. « Non, il est à mon maître, qui est resté sur le bateau. »« Il faut qu'il aille lui-même se présenter au bureau de la police pour montrer son identité. » Où sont donc ces bureaux ? Tout près d'ici, à 200 pas, au coin de la place. Bien, je vais chercher mon maître. Le policier court dans le bureau de son chef.
Un Anglais sera ici dans quelques minutes pour présenter son passeport. Je crois que c'est le voleur que nous cherchons. Il faut l'empêcher de partir de Suez. » Peu de temps après, Passepartout et son maître entrent dans le bureau. Le chef regarde leurs papiers avec une très grande attention. Puis il demande : « Vous venez de Londres, n'est-ce pas ? Et où allez-vous maintenant ? » ?»« À Bombay. »« Si vous ne restez pas à Suez, vous n'êtes pas obligé de me présenter vos papiers d'identité. »« Oui, mais je veux qu'on sache que je suis passé à Suez aujourd'hui, 9 octobre, à 11 heures. Je vous demande donc de bien vouloir mettre votre signature et votre timbre. »« Si vous voulez, » répond le chef de la police. Et il fait ce que Phileas Fogg lui a demandé. Quand les deux voyageurs sont sortis, ils tournent la tête vers Fix. Que faire ? On ne peut pas arrêter les gens sans raison. Vous n'avez pas reçu d'ordre d'arrestation contre ces deux personnes, ni moi non plus. Leurs papiers d'identité sont tout à fait comme il faut. C'est malheureux, mais je ne peux rien pour vous aider. »« Je vous comprends. Je vais quand même les suivre et essayer de ne pas les perdre de vue. » C'est alors que le policier Fix décide de monter sur le Mongolia et de faire le voyage avec Phileas Fogg jusqu'à Bombay. Il prend soin, avant de partir, de télégraphier à Londres. Voilà pourquoi Phileas Fogg est devenu, aux yeux de tous, un simple voleur. Pendant ce temps-là, Mr. Fogg est remonté dans sa cabine où il s'est fait servir son déjeuner. Il n'a rien vu de la ville de Suez et n'y pense même pas. Il est comme ces Anglais qui envoient leurs serviteurs visiter les pays qu'ils traversent. Quelques heures plus tard, le Mongolia repart. On vit très bien, très agréablement sur ce bateau. Les dames, il y en a quelques-unes, changent de robe 2 fois par jour. On fait de la musique, on danse même quand la mer le permet. Que fait Phileas Fogg ? Il ne se préoccupe pas du tout des changements du vent qui peuvent retarder la marche du bateau, ni du mouvement des vagues qui peuvent causer des accidents. Il ne s'intéresse pas non plus à la côte et aux villes qu'on voit au loin. Il passe tout son temps à jouer aux cartes avec 3 autres voyageurs. Poussé par ses fortes machines et aidé par le vent, le Mongolia avance très vite. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on aperçoit la côte indienne. Et à 4h30, les voyageurs descendent sur le quai du port de Bombay. Phileas Fogg avait compté qu'il devait arriver seulement le 22. Il a donc 2 jours d'avance. Dès son arrivée dans cette ville,
Fix va chez le directeur de la police. Il est pressé de savoir si on a reçu de Londres la réponse à son télégramme. Il apprend que non. Et cela est tout naturel. Parce que l'ordre d'arrestation est parti bien après Phileas Fogg et ne peut pas être là en même temps que lui. Fix n'est pas content. Il est obligé d'attendre plusieurs jours. Il a peur de perdre de vue son voleur. Il est décidé quand même à le suivre partout pendant tout le temps que celui-ci passera à Bombay. Il ne sait pas encore que Phileas Fogg va repartir tout de suite. Passepartout, lui aussi, croyait d'abord que son maître voulait se reposer du voyage et visiter un peu la ville. Il est très étonné quand Phileas Fogg lui dit « Nous prenons le train ce soir même pour Calcutta. » Il comprend alors que ce voyage est tout à fait sérieux et qu'il ne faut pas perdre une seule minute. Ils ont seulement le temps d'acheter quelques vêtements en allant à la gare. Mais Passepartout est malheureux de passer ainsi devant tant de choses nouvelles pour lui, sans pouvoir les regarder. Il a surtout envie d'entrer dans une pagode qu'il voit près de là. Mais il ne sait pas qu'on doit enlever ses chaussures devant la porte. Pendant qu'il regarde avec attention toutes les belles sculptures qui sont à l'intérieur, 3 prêtres, en colère, le prennent par les épaules, le jettent à terre, le frappent et essaient de tirer ses chaussures et ses chaussettes. Passepartout se défend comme il peut, à coups de poing et de pied. Ses ennemis, gênés par leurs longues robes, tombent aussi. Le pauvre garçon peut alors se relever et se sauver dans la rue. Il arrive à la gare en courant, quelques minutes avant le départ du train. Il n'a plus de souliers et a perdu ses paquets. Le policier a toujours suivi les 2 voyageurs comme leur ombre. Il a tout vu, tout compris. Il n'espère plus les arrêter à Bombay et est prêt à monter lui aussi dans le train pour Calcutta. Mais, tout à coup, une idée lui traverse l'esprit et il décide autre chose. « Non, je reste, » se dit-il. « Le serviteur vient de faire une faute grave contre la religion du pays. Je vais aller voir les prêtres de la pagode. Maintenant, je tiens mon homme. » Le matin du 21 octobre, dans le train de Bombay à Calcutta, Passepartout dort, les pieds dans la chaude couverture de son maître, pendant que celui-ci parle avec son voisin. Le chauffeur passe devant les fenêtres des wagons en criant « Tous les voyageurs descendent ici !»« Que voulez-vous dire ?» demande Mr. Fogg. « Je veux dire que le train ne continue pas. Ici, la ligne de chemin de fer n'est pas encore faite. »« Comment ?
J'ai lu dans les journaux que les travaux étaient finis, et à Bombay, on nous a vendu des billets pour Calcutta sans nous prévenir. « Les journaux se sont trompés, monsieur, » répond le chauffeur. « Il faut que vous trouviez vous-même un moyen pour aller jusqu'à l'autre village, où vous reprendrez le chemin de fer. » « Est-ce que ce village est loin ?»« Avec une voiture tirée par des bœufs, vous arriverez demain soir. » Passepartout, mal réveillé et très en colère, aurait envie d'envoyer son poing dans la figure de l'employé des chemins de fer. Mais il vaut mieux ne pas perdre de temps, parce que les autres voyageurs courent déjà pour chercher des voitures et les louer. Phileas Fogg a même discuté trop longtemps. En quelques minutes, tout a été pris dans le village, et on ne trouve plus ni chevaux, ni bœufs, ni voitures. « Nous irons à pied, » dit Mr. Fogg. « Il faut chercher encore, » répond Passepartout, qui a bien peur d'être obligé de marcher pendant 2 jours sans chaussures. Avec beaucoup de peine, ils finissent par trouver un éléphant. « Est-ce que vous pouvez nous vendre cet animal ?» demande tout de suite Mr. Fogg au maître de la bête. « Non, je veux le garder pour en faire un éléphant de combat. Il est encore tout jeune et assez doux. Il n'a l'habitude ni de porter ni de travailler. Je vais lui apprendre à se battre et le rendre méchant, en ne lui donnant à manger que du sucre et du beurre. Ça ne fait rien. Je l'achète quand même. » Phileas Fogg offre un bon prix. L'homme continue à dire non. Mais ses petits yeux s'allument. On voit bien qu'il a envie de faire une bonne affaire. Phileas Fogg offre alors une somme 2 fois plus importante. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus importante. Enfin, le maître de l'éléphant dit oui, et tout de suite, Mr. Fogg le paie. Il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un pour conduire l'animal. Cela est plus facile. Les gens du village ont compris que Phileas Fogg est très riche et qu'ils peuvent tirer de lui beaucoup d'argent. Bientôt, tout est prêt. On a mis sur le dos de la bête quelques provisions et 2 grands paniers. Les hommes montent dedans et l'éléphant court vers l'épaisse forêt. Quand le soir arrive, nos voyageurs s'arrêtent dans une maison abandonnée pour passer la nuit. Ils ont encore la moitié du chemin à faire. Le jour suivant, ils repartent dès 6 heures du matin. Le voyage continue et tout va bien jusqu'au milieu de l'après-midi. Mais, à un certain moment, l'éléphant se met à remuer les oreilles d'une façon étonnante. Il marche plus lentement et semble avoir peur. Enfin, il s'arrête. L'hindou, qui le conduit,
écoute avec attention. On entend un faible bruit au loin. Il attache alors l'animal à un arbre et saute à terre pour aller voir ce qu'il y a. Quelques minutes plus tard, il revient en disant « Essayons de nous cacher !» Et il fait descendre doucement la bête derrière les hautes herbes. Le bruit devient plus fort. Bientôt, Passepartout et son maître peuvent apercevoir entre les branches un étonnant groupe d'hommes, de femmes et d'enfants, habillés de longues robes de toutes les couleurs. Tous ensemble, ils chantent un chant triste et lent. Derrière eux, on porte un dieu en pierre. Il est très laid. Il a 4 bras. Son corps est peint en rouge. Ses yeux sont méchants. Ses lèvres noires. Autour de lui, de vieux hommes dansent. Puis, quelques prêtres couverts de riches manteaux poussent une femme qui n'a presque pas la force de marcher. Elle est jeune et très belle. Enfin, d'autres hommes portent le corps d'un mort habillé d'une robe jaune à ceinture d'argent. Des armes sont posées sur sa poitrine. Phileas Fogg regarde tout cela. « C'est un sutty, » dit-il. « Qu'est-ce qu'un sutty ?» demande Passepartout. « Dans ce pays, l'habitude est de brûler les morts. Si le mort est marié, sa femme doit se jeter, elle aussi, dans le même feu. » « Ah, mon Dieu, la malheureuse !» Dans la plus grande partie de l'Inde, on ne fait plus cela. Mais dans cette région que nous traversons, on garde encore les vieilles lois. Le mort est un grand chef. Le Raja du Bundelkund, ajoute alors l'hindou, qui comprend et parle un peu l'anglais. Si la femme ne voulait pas mourir avec son mari, ses parents lui feraient une vie très malheureuse. On lui couperait les cheveux, on lui donnerait à manger seulement un peu de riz. On ne la recevrait plus dans aucune maison, et elle finirait ses jours dans un coin, comme un chien malade. On comprend donc qu'une femme préfère être brûlée tout de suite. Quelquefois même, des femmes qui aiment beaucoup leur mari veulent vraiment mourir avec lui. En entendant ces mots, l'hindou remue la tête. Cette fois-ci, dit-il, la jeune femme ne veut pas mourir. C'est une histoire que tout le monde connaît dans la région. Mais elle ne peut rien faire pour essayer de se sauver ? On oblige toujours, explique l'hindou, les femmes qui vont mourir à fumer beaucoup d'opium. De cette façon, elles sont dans un demi-sommeil. Et où la conduit-on maintenant ? Dans une pagode qui est près d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant d'être brûlée demain matin avec le corps de son mari. Nous allons essayer de la sauver, décide Phileas Fogg.
Vous êtes un homme très bon, dit Passepartout. Quelquefois. Je suis bon quand j'ai le temps. Et aujourd'hui, nous pouvons perdre 10 ou 12 heures, pas plus. Il faut surtout ne pas faire trop de bruit. L'hindou qui conduit l'éléphant attendra la nuit et amènera la bête près de la pagode quand le ciel sera bien noir. Passepartout et son maître suivent de loin les gens qui portent le mort. Mais la pagode est bien gardée. Beaucoup de feux l'éclairent, et des hommes armés, qui vont et viennent devant les portes, doivent revenir en arrière. Ils attendent en espérant que pendant la longue nuit, ces hommes finiront par avoir sommeil. Mais les heures passent, et ils ne peuvent rien faire parce qu'aucun soldat ne s'est endormi. Alors, avant que le soleil se lève, Passepartout, sans rien dire, monte sur les branches d'un arbre, et son maître ne le voit plus. Bientôt, il va faire tout à fait jour. On entend de la musique et des chants. Les portes de la pagode sont ouvertes. La femme sort. Elle semble malade. Elle a un regard de folle. Elle marche comme une personne qui a trop bu. Pendant la nuit, dans la pagode, elle a encore fumé de l'opium. Phileas Fogg pense maintenant qu'il ne réussira pas à la sauver. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il suit quand même les gens qui avancent en chantant vers l'endroit où le grand feu de la mort est préparé. Là, on a mis un tas très haut de branches sèches. Et au milieu, on a installé le lit où le corps du vieux mari est étendu sous un drap noir. On couche la femme près de lui. Tous les chants s'arrêtent au moment où quelques hommes mettent le feu au bois. Alors, chose terrible, on voit le mort se mettre debout, prendre la femme dans ses bras et avancer ainsi au milieu des gens. Tout le monde a poussé un grand cri de peur et est tombé le visage contre terre. À pas lents, le mort arrive près de Phileas Fogg et lui dit à l'oreille « Partons vite !» C'est Passepartout, caché sous le drap noir. Pendant les dernières minutes de la nuit, il a pu aller jusqu'au lit et se mettre dessous. Maintenant, avec son maître et l'hindou, il court vers l'éléphant en emportant la jeune femme. Mais déjà les gens ont levé la tête. Quand ils ont vu le vrai mort à sa place, ils ont tout compris. Ils se sont mis à courir vers les étrangers en leur jetant des pierres. Heureusement, l'éléphant part très vite et emporte les 4 personnes dans la forêt. Elles sont sauvées. Elles retrouveront le train à son heure et seront à Calcutta sans retard.